Bonjour et bienvenue à la conférence sur les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière, de plus-value immobilière et de donation et de succession concernant les non-résidents. Donc nous allons nous mettre dans la situation d'une personne résidente à l'étranger qui détient des biens en France et donc nous allons évoquer les règles qui s'appliquent aux différents impôts liés au patrimoine. Mais avant cela, nous allons d'abord aborder avec Maître Varin, notaire ici présent, une question qui est peu évoquée, c'est celle du régime matrimonial et quelles sont les conséquences sur ce régime en cas de départ à l'étranger. Merci, Monsieur Penaud. Alors, d'abord, qu'est-ce que le régime matrimonial? Le régime matrimonial, en fait, c'est l'effet qu'a le mariage sur les biens que possèdent des personnes. Donc, c'est important, c'est donc ce qu'on appelle les effets patrimoniaux du mariage, c'est le régime matrimonial. Cette notion de régime matrimonial est très largement connue dans les pays de droit civil, tels la France, les pays de droit latin, l'Italie, toute l'Amérique latine, même la Russie, la Chine. Tous ces pays connaissent la notion de régime matrimonial. D'autres pays qui appartiennent à d'autres systèmes juridiques, comme les systèmes anglo-saxons, par exemple, eux ne connaissent pas cette notion de régime matrimonial dans la mesure où le fait de se marier, pour les pays qui dépendent de ces systèmes, n'emporte pas d'effet sur les biens que possèdent les époux. Alors, pour nous, pour nos Français expatriés qui sont donc installés dans un autre pays, il convient donc de s'intéresser à savoir quel est leur régime matrimonial. Comment on détermine le régime matrimonial d'un couple? Déjà, vous avez deux cas de figure. Vous avez les personnes qui ont choisi de désigner ce régime matrimonial, c'est ceux qui ont fait un contrat de mariage. Et puis vous avez les personnes qui, eux, n'ont pas choisi de désigner leur régime matrimonial. C'est donc la loi qui va, par voie de conséquence, leur attribuer un régime matrimonial. Comment ça se passe? Pour tous les époux qui ont fait un contrat de mariage, leur situation ne va pas évoluer. Le régime matrimonial qu'ils ont choisi à l'occasion de ce contrat de mariage est stable. Ils pourront le faire évoluer s'ils le souhaitent, c'est-à-dire ils pourront changer de régime matrimonial dans le futur, sauf certaines exceptions dans certains pays. Le Japon, par exemple. Pour les époux qui n'ont pas choisi de désigner leur régime matrimonial, c'est donc la loi qui va déterminer leur régime matrimonial. Comment ça se passe? Il y a trois groupes encore d'époux, donc pour ces époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage, trois groupes. Premier groupe, c'est toutes les personnes mariées avant le 1er septembre 1992. Ces personnes, le principe, c'est la loi d'autonomie, c'est-à-dire que on choisit son régime matrimonial. Et si on ne l'a pas fait, c'est le cas des gens qui n'ont pas fait de contrat de mariage, dans ces cas-là, c'est le régime matrimonial applicable à ce couple, c'est le régime du pays de la première résidence commune des époux. La doctrine a mis en place une durée pour cette première résidence des époux qui est donc admise de 2 ans. Donc on regarde le lieu où se sont installés les époux tout de suite après le mariage, et s'ils y sont restés plus ou moins 2 ans, on considère que c'est la loi de cet État qui s'applique, et donc c'est le régime légal de cet État qui s'applique. Ça, c'est pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992. Et ce régime, qui est déterminé donc au vu de la loi de l'État de première résidence commune du couple, ne bougera pas, sauf si les époux décident bien évidemment de le faire évoluer en changeant de régime matrimonial. Pour les époux mariés, second groupe, entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019 inclus, c'est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui s'applique. La France, les Pays-Bas et le Luxembourg ont ratifié cette convention. C'est donc au vu de cette convention que le juge, le notaire français, etc., va déterminer le régime matrimonial de ces époux.
Qu'est-ce que nous dit la Convention? Elle nous reprend un peu ce qui existait en amont. Elle va nous dire que c'est tout d'abord l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire c'est le choix fait par les époux qui prime. Et si jamais ces époux n'ont pas fait de choix, donc pas de contrat de mariage, dans ces cas-là, pareil, on va déterminer donc leur régime matrimonial comme étant le régime légal de l'État dans lequel les époux ont établi leur première résidence commune. Et là, on a quand même un certain nombre d'autres critères qui apparaissent. Si jamais la résidence commune du couple n'est pas identifiable, ou il n'y a pas de résidence commune d'ailleurs, le deuxième critère subsidiaire sera la loi de nationalité commune. Et si jamais, là encore, nous n'avons pas de nationalité commune pour les époux, dans ces cas-là, on va aller rechercher la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation. Ce régime mis en place par la Convention de La Haye présente, lui, des particularités qu'il faut bien avoir en tête. Une fois qu'on détermine le régime matrimonial des époux au moyen de leur première résidence commune, eh bien, il faut garder en tête que pour ces époux mariés du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019, leur situation peut évoluer à leur insu. En effet, la Convention de La Haye prévoit ce qu'on appelle la mutabilité automatique du régime matrimonial. Qu'est-ce que c'est que ça? À partir des moments où nos époux mariés dans un pays, donc on va dire la France pour nos Français qui sont partis s'expatrier, sans avoir fait de contrat, après le 1er septembre 1992, donc ils étaient établis en France, ils pensent que leur régime matrimonial est bien le régime légal français. Après le 1er septembre 1992, c'est la communauté de biens réduite aux acquêts. Eh bien, une fois qu'ils vont être expatriés depuis 10 ans dans un pays étranger, dans ces cas-là, leur régime matrimonial va changer tout seul, sans qu'ils n'aient rien à faire et sans qu'ils même ils en aient conscience, pour devenir le régime légal du pays dans lequel ils se sont installés et dans lequel ils résident maintenant depuis 10 ans. Donc il y a bien ce délai de 10 ans à respecter. Vous partez, vous installez, vous êtes marié en 93, vous partez, vous installez en 96 au Portugal. À partir de 2006, votre régime matrimonial a muté à votre insu. Vous êtes maintenant soumis au régime légal du Portugal. Donc vous comprenez bien que ça peut être une surprise et ça peut être source d'instabilité pour les époux. Il y a un deuxième cas aussi de mutabilité automatique qui arrive fréquemment, c'est quand les époux reviennent s'installer dans le pays dont ils ont tous les deux la nationalité. Dans ces cas-là, il y a une mutabilité automatique immédiate pour la loi de ce pays dont les époux ont tous les deux la nationalité commune. Nos deux Français qui étaient mariés en 93, partis au Portugal en 96, ont vu en 2006 leur régime muter tout seul pour le régime légal portugais. Ils reviennent en France en 2008. Dès 2008, c'est de nouveau le régime légal français, communauté de biens réduite aux acquêts, qui s'applique à leur union. Donc vous voyez bien que dans le temps, en fait, on peut avoir plusieurs régimes matrimoniaux qui succèdent sans même que les époux, en fait, en aient réellement conscience. Alors, quand est-ce qu'ils vont en prendre conscience? C'est au moment où, malheureusement, une séparation intervient, un divorce, ou alors qu'il faut, dans ces cas-là, liquider le régime, ou alors au moment où le malheur vient frapper le couple avec un décès. Et dans ces cas-là, effectivement, là aussi, on va devoir liquider le régime matrimonial. Pour nos époux mariés après le 28 janvier 2019, c'est-à-dire à compter du 29 janvier 2019, c'est le règlement européen 2016/1103 qui s'applique pour déterminer quel est le régime matrimonial. Ce règlement prévoit à peu près les mêmes critères que la Convention de La Haye. Ils nous disent que c'est à défaut de choix, donc de contrat de mariage. Du coup, le régime matrimonial est déterminé par l'État dans lequel les époux ont leur première résidence habituelle commune, à défaut la loi nationale commune et encore à défaut les liens les plus étroits. La Convention de La Haye prévoyait qu'on pouvait soumettre les immeubles à la loi de leur lieu de situation. Ce n'est plus le cas avec ce nouveau règlement européen. Et également, le nouveau règlement européen ne prévoit plus de mutabilité automatique. Donc normalement, les couples mariés à compter du 29 janvier 2019
ont une stabilité plus importante que ceux mariés entre le 1er septembre 92 et le 28 janvier 2019. Donc cette question du régime matrimonial, elle est importante. Il faut avoir conscience de ces problématiques de mutabilité qui peuvent donc intervenir. Et donc la possibilité pour remédier à cela, c'est d'aller fixer son régime matrimonial en faisant soit un contrat de mariage avant de se marier, soit quand on est déjà marié et qu'on s'aperçoit de cette problématique, c'est d'aller faire un changement de régime matrimonial. Toujours, c'est devant un notaire, tout ça. C'est soit, alors vous pouvez faire soit un changement de loi applicable. Et après, quand vous avez désigné la loi applicable à votre régime, qui peut être la loi d'un pays étranger, celui de le pays d'expatriation, vous désignez au sein de cette loi le régime matrimonial prévu en droit interne dans ce pays pour régir vos rapports patrimoniaux, ou vous pouvez aussi faire un changement de régime matrimonial de droit français sans aucun problème aussi. Voilà. Maintenant, cette question des régimes matrimoniaux, c'est-à-dire à qui appartiennent les biens, a été soulevée et identifiée. Il convient de s'intéresser maintenant à la fiscalité applicable à tout cela. Voilà. Donc, je repasse la parole à M. Penaud. Du coup, je prends la parole à mon tour. Donc, on va envisager le patrimoine de différentes façons. Et en premier lieu, lorsqu'on le détient, lorsqu'on est propriétaire d'un certain nombre de biens en France, et des biens d'une valeur assez importante. Et donc, nous allons en premier lieu évoquer l'impôt sur la fortune immobilière, qui, on le sait, depuis 2018, a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors, la particularité de cet impôt, c'est qu'on va être imposé uniquement sur les biens immobiliers, alors pour un non-résident situé en France. Ce qui, en réalité, ne représente pas un grand changement pour les personnes expatriées, puisque du temps de l'ISF, les non-résidents n'étaient pas imposables en France sur leur placement financier. Donc, pour l'essentiel, ils étaient imposés que sur les immeubles. Alors, de la même façon que les résidents français, on est imposable à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, que si on possède un patrimoine en France imposable supérieur à 1 300 000 €. Alors, les biens qui sont concernés, ce sont en premier lieu les immeubles situés en France. Donc, encore une fois, rappelons une évidence, un non-résident n'est imposable pour l'IFI, un impôt sur la fortune immobilière, que sur des biens qui sont situés en France. Donc, en premier lieu, les biens immobiliers, donc une maison, un appartement, etc. Et en second lieu, tout bien immobilier qui est détenu au travers d'une société ou d'un organisme français ou étranger, à partir du moment où les immeubles sous-jacents, immeubles qui sont hébergés dans les sociétés en question, sont eux-mêmes situés en France. Quelles sont les dettes qu'on va déduire pour établir l'IFI? Ce sont les dettes qui sont afférentes aux biens immobiliers qui sont imposés. C'est-à-dire, par exemple, des emprunts qui ont été contractés en vue de l'achat du bien immobilier, ou des dépenses de travaux, des emprunts qui ont été contractés pour financer des travaux sur le bien immobilier. On peut déduire également certains impôts. Alors là, il y a aussi une différence par rapport à l'ISF, c'est qu'on va déduire que les impôts qui sont directement liés au fait d'être propriétaire des biens immobiliers. Donc on va déduire la taxe foncière. Alors, en principe, on ne déduit pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui n'est pas directement liée à la propriété. Et on ne va pas pouvoir déduire la taxe d'habitation, puisque ce n'est pas le fait d'être propriétaire qui engendre l'impôt, mais le fait d'occuper le bien. Et de la même façon, on ne déduira pas l'impôt relatif au revenu du bien, impôt sur le revenu relatif au revenu foncier, par exemple. Alors, une particularité pour les non-résidents, c'est qu'on ne peut pas bénéficier de l'abattement de 30% sur la résidence principale pour une bonne raison. C'est qu'en tant que non-résident, on n'est imposable en France que sur les biens situés en France. Et désormais, du fait qu'on est expatrié, la résidence principale est à l'étranger, donc elle n'est pas dans le champ de l'impôt. Donc il n'y a pas de bien en France qui peut bénéficier de cet abattement de 30%.
Alors, une particularité par rapport à d'autres impôts comme l'impôt sur le revenu, c'est qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière, les non-résidents peuvent bénéficier de toutes les réductions d'impôts et exonérations qui existent. Donc les réductions d'impôts actuellement, ce sont les dons à certains organismes d'intérêt général et les exonérations, ça va être des exonérations qui vont porter sur des terres qui font l'objet d'un bail à long terme, des bois et forêts, etc. Toutes ces exonérations-là peuvent bénéficier aux non-résidents en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Alors, il existe certaines conventions fiscales, parce que là je viens de vous présenter la règle qui est fixée par le Code général des impôts, mais la France a conclu avec un certain nombre de pays des conventions en matière d'impôt sur la fortune, puisque c'est le terme qui est employé dans les conventions, impôt sur la fortune, qui vont ne donner le droit d'imposer certains biens que dans l'état de résidence. Et de ce fait, certains biens vont se trouver ne pas être imposables en France. Et ça peut être par exemple lorsque les biens sont détenus au travers de sociétés. Certains pays ont le droit d'imposer appartient exclusivement à l'état de résidence. Alors il faut savoir que l'impôt sur la fortune immobilière désormais, pour les personnes qui avaient le souvenir autrefois de l'ISF, donc c'est un impôt qui est couplé avec l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que c'est au moment en mai, juin, au moment où on déclare ses revenus, si on a une fortune qui dépasse ce seuil, un montant net, une fois enlevé les dettes, qui dépasse ce seuil de 1 300 000, on doit être averti qu'on a, dans le cadre de la déclaration de revenus, établir la déclaration d'impôt sur la fortune. Donc on va détailler éventuellement en ligne, puisque, y compris pour les non-résidents, la déclaration se fait normalement en ligne. On va remplir les formulaires en ligne de façon à établir l'impôt. Donc c'est dans le cadre de la déclaration 2042. On va remplir les annexes où on va décrire chacun des biens objets de l'impôt. Donc d'une part les biens immobiliers en détention directe et d'autre part les biens détenus au travers de sociétés. Et on indiquera le détail des dettes qu'on pense devoir déduire. Donc comme je disais, normalement l'impôt se déclare en ligne, y compris pour les redevables qui ne perçoivent pas de revenus en France. Parce que vous pouvez très bien ne plus avoir aucun revenu en France, mais par contre posséder une résidence secondaire d'une certaine valeur qui vous assujettit à l'impôt sur la fortune en France. Donc dans ce cas-là, le procédé est prévu. Dans le cadre de la déclaration de revenus, on ne déclare aucun revenu, mais on déclare uniquement l'impôt sur la fortune immobilière. Alors l'impôt sur la fortune immobilière, autrefois l'ISF, naguère, notamment au-dessus d'un certain montant, on établissait la déclaration et on remplissait le chèque et on déposait tout ça auprès du service des impôts. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout depuis 2018. Désormais, c'est un impôt qui est établi par voie de rôle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait sa déclaration normalement en ligne, on reçoit, après, à partir du mois de septembre, fin août, début septembre, un avis d'imposition avec le montant de l'impôt à régler. Alors, vous voyez s'afficher sur l'écran l'adresse du service où s'effectue la déclaration de revenus. C'est le service des impôts des particuliers non résidents. Donc, en même temps que vous faites la déclaration de revenus, c'est auprès de ce service que la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière est établie. Donc, à présent, on va évoquer la vente des immeubles. Précédemment, c'est quand on détenait des biens immobiliers. Et à présent, c'est lorsqu'on va les vendre. Donc, il existe un régime spécial de plus-value immobilière pour les non-résidents, qui en réalité n'a plus énormément de nos jours de particularités. Pour bien des côtés, il n'y a pas de différence entre l'impôt qui est calculé pour les non-résidents et celui qui est calculé pour les résidents de France. Donc sont concernés par l'impôt sur la plus-value immobilière, tous les immeubles situés en France, pour les non-résidents,
donc que ce soit des appartements, des maisons, etc. De même que les titres de société à prépondérance immobilière. C'est-à-dire que si vous... alors il y a deux choses. Soit vous possédez une société qui a pour principal actif en France des biens immobiliers situés en France. Et donc soit la société, par exemple une SCI, Société Civile Immobilière, vend l'immeuble. Donc dans ce cas-là, on va être soumis en général au régime de plus-value des personnes physiques non résidentes, si l'associé de la SCI qui détient l'immeuble est lui-même non résident. C'est la même chose s'il s'agit d'une société étrangère qui détient un immeuble en France. Alors après, si c'est une société qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés, il va y avoir des modalités d'imposition qui seront particulières, qui se rapprocheront en fait des modalités de calcul de la plus-value en matière d'impôt sur les sociétés. Alors concernant les personnes physiques qui cèdent un bien immobilier ou qui sont associées d'une société civile immobilière, donc non résidents, qui cèdent l'un ou l'autre, ou bien qui cèdent des parts d'une société civile immobilière. Donc il y a un taux unique pour la plus-value immobilière désormais, quel que soit l'état de résidence, qui est de 19%. Alors ça, c'est la partie impôt sur le revenu. Parce qu'il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, l'impôt sur la plus-value immobilière se décompose en fait en plusieurs rubriques. Il y a d'une part l'impôt sur le revenu lui-même, donc taux de 19%, pour lequel il y a un calcul propre qui aboutit à une exonération au bout de 22 ans de détention. Et par ailleurs, il y a les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, plus le prélèvement de solidarité, qui, elle, donc c'est un calcul différent, et pour lequel l'abattement pour durée de détention s'obtient au bout de 30 ans. Donc les non-résidents, a priori, donc, sont soumis aux deux parties d'impôt, en tout cas dans tous les cas à l'impôt sur le revenu au taux de 19%. Mais par ailleurs, du fait de l'application des règlements européens et aussi de certains accords de la France avec certains États, ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux, à l'essentiel des prélèvements sociaux, CSG et CRDS, les personnes qui sont elles-mêmes affiliées dans leur état de résidence. Donc il faut que ce soit un État de l'Union européenne ou bien de l'espace économique européen, donc Islande, Norvège et Liechtenstein, ou bien des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale au Royaume-Uni ou en Suisse. Donc ces personnes-là, au moment du paiement de la plus-value immobilière, qui s'effectue par l'intermédiaire du notaire au moment de la vente de l'immeuble, donc ces personnes-là ne sont pas soumises à la CSG et CRDS. Par contre, dans tous les cas, on est soumis au prélèvement de solidarité qui est de 7,5%. Mais il existe par contre certaines exonérations en matière de plus-value immobilière qui s'appliquent aux non-résidents. Alors, c'est en cela que le régime se différencie principalement du régime des résidents de France. C'est qu'il y a un certain nombre d'exonérations qui, du fait de la loi, ne peuvent pas s'appliquer aux non-résidents. Et par exemple, l'exonération de la résidence principale ne s'applique pas en principe aux non-résidents. Cependant, il existe en fait deux exonérations qui vont avoir une portée à peu près équivalente à l'exonération de la résidence principale. Alors en premier lieu, il y a une exonération qui existe depuis janvier 2019 qui vise la vente d'un bien immobilier qui constituait la résidence principale du cédant au moment du transfert du domicile fiscal hors de France. Donc ça, c'est une première condition. Il faut qu'il s'agisse de la vente du précédent domicile fiscal. Alors la deuxième condition, c'est que cette vente doit intervenir dans un certain délai qui est fixé par la loi. Et c'est en fait jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du départ de France. Donc si vous partez de France en 2022, la vente doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2023. Et par ailleurs, la dernière condition, c'est que le transfert du domicile fiscal doit avoir lieu vers un État membre de l'Union européenne
ou, bon, pour lire les textes, un État qui a conclu avec la France des accords en matière de recouvrement qui sont équivalents à une certaine directive de l'UE, hein, qui est 2010/24 UE. Alors actuellement, à ma connaissance, il n'y a que le Royaume-Uni, hein, qui remplit cette condition. Donc il faut transférer son domicile fiscal soit vers le Royaume-Uni, soit vers un État membre de l'Union européenne. Alors une autre condition, c'est que pendant l'intervalle entre le moment où on quitte la France et le moment où la vente a effectivement lieu, le logement ne doit pas avoir été mis à disposition d'un tiers, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux. Donc, on ne peut pas loger quelqu'un gratuitement dans le logement en attendant que sa vente, ni le mettre en location a fortiori. Alors, il y a une autre limite à cette exonération, c'est qu'on ne peut pas en bénéficier si on a déjà, par ailleurs, bénéficié de l'exonération qui est propre aux non-résidents, hein, qui concerne la première cession d'une habitation en France par un non-résident. Exonération que nous allons évoquer tout de suite. Donc cette deuxième exonération, qui est, elle, par contre, très ancienne, hein, puisque dans sa version actuelle, elle date de 2004-2006, hein, c'est une exonération qui vise la première cession par un non-résident d'une habitation en France. Alors la particularité, c'est qu'elle est limitée à une portion de plus-value imposable, hein, qui n'excède pas 150 000 euros. Alors, puisqu'il faut savoir qu'on est imposé sur la plus-value, hein. La plus-value, c'est le revenu qui est procuré par la vente d'un immeuble. Donc, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. On va pouvoir augmenter le prix de vente, hein, de façon à réduire la plus-value en rajoutant certains frais, les frais d'acquisition, éventuellement, sur certaines conditions, certains travaux d'amélioration. Donc on arrive à une plus-value nette. Ensuite, il y a un système d'abattement pour durée de détention. Donc il y a deux décomptes, hein, l'un en matière d'impôt sur le revenu et l'autre en matière de prélèvements sociaux, qui aboutissent donc pour l'un à une exonération au bout de 20 ans et pour l'autre au bout de 30 ans. Et donc, une fois appliqués ces différents abattements, on obtient ce qu'on appelle la plus-value imposable. Et donc, il faut savoir en outre que quand il s'agit de la vente d'un bien qui appartenait à deux personnes, dans le cadre d'un couple, hein, quel que soit le régime matrimonial, enfin, du moment que le droit de propriété se répartit entre les deux conjoints, dans ce cas-là, on va calculer la plus-value pour chacun. Donc là, on parle d'un seuil de 150 000 euros, hein, c'est là où je voulais en venir. Il s'agit du seuil par cédant. Alors, il y a plusieurs conditions pour bénéficier de cette exonération. D'abord, il faut posséder la nationalité d'un État de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, donc Islande, Norvège, Liechtenstein. Par ailleurs, il y a certaines conventions avec certains États qui font qu'on peut également bénéficier notamment, hein, si on possède la nationalité suisse, on peut également bénéficier de cette exonération-là, toutes conditions étant par ailleurs remplies. Alors là, c'est une condition qui tient à la nationalité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'état de résidence. Par exemple, si vous êtes un Belge qui réside en Australie, vous remplissez la condition tenante à la nationalité, puisque vous possédez la nationalité d'un État de l'Union européenne. Par contre, si vous êtes un Australien qui réside en Belgique, vous ne remplissez pas la condition, puisque vous ne possédez pas la nationalité d'un État de l'Union européenne. Ensuite, condition suivante, il faut avoir été domicilié fiscalement en France au moins 2 années consécutives antérieurement à la vente. Donc il faut pouvoir justifier. Alors il s'agit d'une période, hein, qui est à n'importe quel moment dans le passé, hein, ça peut être il y a 10 ans, avant le départ de France, ou plus longtemps encore que ça. Donc pour en justifier, l'intérêt, c'est de conserver ces avis d'impôt à l'impôt sur le revenu pour pouvoir justifier cette domiciliation fiscale en France. Alors, il n'y a pas d'autres conditions à remplir si la cession intervient dans les 10 années qui suivent celle du départ de France, soit pour un départ en 2022 jusqu'au 31 décembre 2032. Alors, par contre, si la cession intervient plus de 10 ans après le départ de France, on peut encore bénéficier de cette exonération-là, mais ça ajoute une nouvelle condition, c'est qu'il faut avoir eu la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année qui précède la vente. Donc, mettons que vous êtes parti, je ne sais pas, vers 2000. Hein. Ça fait plus de 10 ans que vous avez quitté la France.
il faut notamment ne pas avoir loué le bien pour une vente en 2022 depuis le 1er janvier 2021. C'est ce qu'on appelle la libre disposition du bien. Alors, une chose à savoir également, hein, c'est en fonction du pays où vous pensez vous expatrier, c'est qu'en cas de vente d'un bien immobilier en France, hein, concernant la plus-value immobilière, vous pouvez être obligé de désigner un représentant fiscal. Alors, c'est lorsque le montant de cession dépasse 150 000 euros. Hein, et que vous résidez en dehors de l'Union européenne, plus Islande et la Norvège. Donc là, le Liechtenstein ne remplit pas les conditions, hein, pour cette dispense de désignation d'un représentant fiscal. Il y a plusieurs façons, hein, de désigner un représentant fiscal. Alors, il y a un certain nombre de sociétés qui remplissent cette fonction, moyennant bien sûr des honoraires. Et par ailleurs, vous pouvez demander à ce qu'une personne de votre choix soit désignée comme votre représentant fiscal pour la plus-value immobilière. Alors, il faut savoir à quoi ça sert. Ça sert pour l'administration à avoir une personne, un interlocuteur qu'on est sûr de pouvoir contacter, hein, notamment en cas de contrôle. Si par exemple vous avez, lors de la vente, bénéficié d'une des exonérations qu'on vient d'indiquer, on va vous demander de justifier que vous remplissez les conditions. Et donc on va pouvoir s'adresser à cette personne-là et qui aura également qui sera aussi un garant au point de vue financier. C'est-à-dire qu'en cas de rectification de l'impôt, hein, si on doit vous réclamer un supplément d'impôt, on pourra le réclamer à cette personne-là. Donc, si vous choisissez de désigner une personne de votre choix, il faut être conscient des obligations que ça va impliquer pour lui. Alors, pour désigner cette personne, il faudra vous adresser à la direction des impôts, hein, correspondant au lieu de situation de l'immeuble. Nous en avons fini avec les plus-values immobilières. Nous allons maintenant parler de la transmission des biens à titre gratuit et en premier lieu des donations. Et donc là, je vais passer la parole à Maître Varin. Alors tout à fait. Donc transmettre, c'est transmettre à titre onéreux, comme vient de l'expliquer Monsieur Penaud, qui vient nous faire donc un tableau de toutes les règles fiscales applicables à la vente. Transmettre, c'est aussi transmettre à titre gratuit. Il y a deux façons de transmettre à titre gratuit. Il y a par anticipation, ça va être tout ce que recoupe les donations partage, la donation entre époux, les testaments, ça on prévoit ce qui va se passer le jour où on va décéder. Et après, vous avez la transmission qui arrive donc à cause de mort, c'est le jour où on décède, là c'est votre succession. Alors, d'abord, la transmission qu'on anticipe à titre gratuit. On va d'abord s'intéresser effectivement aux donations. Donc, la donation, c'est on donne des biens donc avant de décéder à ses enfants. À des parents, à des frères, des sœurs, à des neveux, des nièces, à des étrangers, à son partenaire, à qui on veut en fait. Comment ça se passe? Quand on donne des biens, par principe, le principe est qu'on donne en avance sur l'héritage. C'est comme ça que ça se passe en France. On peut mettre des clauses pour préciser que les donations sont hors part, mais c'est plus à la marge déjà. Quand on fait cette donation, en fait, quand on transpose cet acte en droit international, il faut se poser la question de savoir quelle est la loi applicable au fait de donner. Les donations, en fait, elles relèvent du règlement européen du 17 juin 2008 qui s'appelle Rome 1. Et ce règlement nous dit qu'en fait, c'est l'autonomie de la volonté. C'est la loi choisie par les partis. Donc, en fait, ça peut être n'importe quelle loi. Et Rome 1, et pour ça, est assez vaste. En fait, c'est l'embarras du choix parce que la loi choisie n'a pas besoin d'avoir de connexion particulière avec la situation en cause. Par contre, donc, nous, notaires, on va vous conseiller de faire en sorte de faire coïncider la loi que vous désignez comme applicable à votre donation avec la loi qui va être applicable à votre succession. Pourquoi? Parce que, je l'ai indiqué il y a quelques minutes, je vous ai dit qu'en général, en France, le principe, c'est quand on donne, c'est une avance sur héritage, notamment quand on donne à ses enfants. Or, les règles de rapport et de calcul de la réserve héréditaire que
les Français ont en tête. C'est-à-dire, vous savez qu'on ne peut pas donner tout à un enfant et déshériter un autre enfant. C'est pas possible en droit français. Au moment de la succession, quand la personne, le donateur, va décéder, on va faire des calculs. On va rapporter les donations pour s'assurer que les enfants ont bien reçu chacun leur part, leur réserve héréditaire. Ces règles qui déterminent le rapport et la réserve héréditaire, ça, c'est la loi successorale qui va déterminer les règles applicables à ce mécanisme du rapport et de la réserve héréditaire. Ça veut donc dire que si vous avez fait une donation qui est soumise au droit français, mais que la loi successorale applicable à votre succession est la loi, par exemple, britannique, en fait, ces histoires de rapport et de réserve héréditaire, la donation que vous avez faite va y échapper dans la mesure où la loi britannique ne prévoit pas de réserve héréditaire pour les enfants, par exemple. Donc, il est important de faire coïncider ces lois de façon à assurer une certaine cohérence dans les actes d'anticipation successorale qu'on va pouvoir réaliser. Voilà pour la donation. Alors, on a d'autres procédés de transmission anticipée qui vont être notamment des choses qu'on connaît bien en France, qui ne sont pas forcément aussi bien connues à l'étranger. Je vais parler par exemple du démembrement de propriété. Vous savez, quand démembrement de propriété, alors ça vous parle peut-être pas comme ça, mais c'est quand on dit je vais garder l'usufruit de biens dont je vais donner la nue propriété à mes enfants. En clair, quand je donne la nue propriété et que je garde l'usufruit, je conserve le droit d'utiliser le bien, d'en jouir, et notamment d'en percevoir les revenus. Et le jour où je vais décéder, mes enfants vont devenir complètement propriétaires du bien. Ça a un vrai intérêt, c'est très utilisé en droit français, et pour cause, parce que fiscalement, il y a un grand intérêt à procéder donc à ces démembrements de propriété. Je pense que M. Penaud va nous l'expliquer tout à l'heure. Cet intérêt, il faut garder en tête que à l'export, dans le cadre d'une situation internationale, il peut devenir plus limité. Bon nombre de pays dans le monde ne connaissent pas ce démembrement de propriété. Ça veut dire, notamment les pays anglo-saxons. Ça veut dire que vous risquez d'être confronté au moment de votre décès. Vous vous êtes dit, moi j'ai mis tout en ordre en France en commençant à donner mes biens de mon vivant en nue propriété, en conservant l'usufruit. Ça m'a permis de réaliser pas mal d'économies au niveau de la transmission en France. Mais en fait, vous allez avoir des pays qui ne connaissent pas ce démembrement et eux qui vont retaxer complètement le bien dans votre patrimoine au moment de votre décès. C'est le cas notamment, par exemple, des États-Unis. Ils considèrent que garder l'usufruit constitue ce qu'ils appellent un retained interest. Et dans ces cas-là, le bien est retaxé complètement. Il est considéré comme n'ayant jamais quitté votre patrimoine. Donc dans ces cas-là, il faut faire attention. Alors après, avec le jeu des conventions fiscales, il y a moyen éventuellement d'éliminer une double imposition qui pourrait avoir lieu. Dans certains cas, encore faut-il être dans le cas où l'élimination est possible. Donc attention à ces démembrements de propriété. Allez consulter votre notaire en amont quand vous vous expatriez ou quand vous êtes déjà expatrié pour savoir s'il est de bonne loi d'aller pratiquer des démembrements de propriété en faisant des donations sur vos biens situés en France. C'est important de passer là encore un coup de scan sur votre situation pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises ou en tout cas que ce qu'on est en train de faire va être efficace. Donation, démembrement de propriété, on pense aussi à la donation-partage. La donation-partage, ça, c'est une institution qui est typiquement française. Et c'est justement pour éviter ces problématiques de déséquilibre de rapports de donation qui peuvent être prévus dans les donations simples. Je donne à chaque enfant 100 000 euros. Et le jour de mon décès, quand j'ai fait une donation simple, si un des enfants a dépensé au casino les 100 000 euros alors que l'autre a investi dans une maison, qu'est-ce qui va se passer le jour de mon décès? Quand on va calculer pour les problématiques de réserve héréditaire le rapport des donations, on va dire celui qui a dépensé ses 100 000 euros, il rapporte à ma succession 100 000, et celui qui a acheté une maison avec les 100 000 euros, lui, il rapporte à ma succession la valeur de la maison le jour de mon décès.
Vous comprenez bien que si la maison, le jour de mon décès, elle vaut 600 000 euros, et bien là, et que j'ai moi plus rien parce que j'ai tout donné avant, on va avoir un problème. Celui qui a investi les 100 000 euros dans l'achat de sa maison, il va devoir verser une indemnité à son frère ou à sa sœur qui a tout dépensé. Donc pour contrer cela, on a tendance en France à faire ce qu'on appelle une donation-partage, parce que grâce à la donation, à l'effet partage de la donation-partage, on considère que quand un enfant a reçu 100 000 et que l'autre a reçu 100 000, on s'arrête là. Les deux ont reçu la même chose. On n'a pas ces histoires de revalorisation qui interviennent au moment du décès du donateur. Cette donation-partage, c'est une institution typiquement française et connue dans peu d'États dans le monde entier. C'est un pacte successoral. Donc déjà, votre donation-partage, dans bon nombre d'États étrangers, elle ne va pas être reconnue comme valable, parce qu'il y a quand même une prohibition des pactes successoraux qui existe dans beaucoup de pays, et on va être embêté avec cela. La donation-partage, c'est comme la donation entre époux, la donation au dernier vivant, on l'appelle aussi comme ça. Parce que si les époux, après s'être mariés, pour être sûr d'avoir des quotités plus larges au moment de leur décès, à offrir à l'autre, ces deux institutions, ce sont des pactes successoraux qui rentrent en fait dans la catégorie prévue par l'article 3 du règlement 650/2012. Donc le règlement européen donne une définition de ces pactes successoraux. Comment ça se passe? Votre donation-partage ou votre donation entre époux, donc elle est valable tant que vous avez une situation franco-française, il n'y a pas trop de problème avec ça. À partir du moment où vous vous expatriez, là on va commencer à peut-être rencontrer des difficultés. Bon nombre de pays, par exemple l'Italie, va prohiber la donation-partage, la donation entre époux dans son droit interne. Et dans ces cas-là, quand vous faites une donation-partage en France et que vous allez mourir avec la loi italienne qui s'applique à votre succession, ou une donation entre époux que vous avez faite en France et que c'est la loi italienne qui va s'appliquer à votre succession, ça va poser un problème. Alors, ça pose un problème dans quelle mesure? On aurait tendance à dire que le principe, c'est que comme c'est la loi italienne qui s'applique à votre succession, votre donation entre époux, elle va être pas valable. Alors, le règlement européen, heureusement, a apporté un tempérament à cela. C'est prévu par l'article 27 déjà du règlement. On va vous dire que tant que votre donation-partage ou votre donation entre époux a été faite conformément au droit interne du pays dans lequel elle a été réalisée, elle est valable en la forme. Donc déjà, c'est une bonne chose. On sait qu'elle va pouvoir s'exécuter parce qu'elle existe. Après, il faut être sûr qu'au fond, elle soit valable. Au fond, c'est l'article 25 qui va vous dire, en fait, qu'il faut aller se faire comme si la personne qui donnait dans la donation entre époux ou dans la donation partage décédait le jour où elle fait sa donation partage ou sa donation entre époux. Et dans ces cas-là, quelle serait la loi applicable à sa succession? Si la loi applicable à sa succession est une loi qui autorise dans son droit interne ce pacte successoral, dans ces cas-là, c'est bon. On va valider le pays qui va donc devoir traiter de cette donation entre époux, de cette donation partage au moment du décès de la personne, va être obligé de lui donner application. Parce qu'au moment où la donation partage ou la donation entre époux ont été réalisées, elles étaient donc valables si la personne avait vu la loi successorale du pays dans lequel il a réalisé ce pacte successoral régir sa succession. Là, par contre, où on a un problème, c'est par exemple si c'est la loi successorale applicable au moment où la personne donc, prend la disposition, c'est-à-dire fait la donation entre époux ou fait cette donation partage, est une loi qui ne permet pas ce pacte successoral, dans ces cas-là, il est nul. Donc, méfiance avec cette donation-partage et cette donation entre époux. Ce qu'on va vous conseiller, dans un contexte international, d'une façon générale, c'est plutôt d'avoir recours au testament. Le testament, c'est quoi? C'est au lieu de donner de son vivant, on va donner à cause de mort. C'est-à-dire, on va dire, quand je vais décéder, je veux que tel bien aille à telle personne. Donc, tant que vous êtes vivant, les biens sont encore à vous. Ce qui n'est plus le cas dans la donation partage. Par contre, au moment où vous décédez, c'est là que la transmission a lieu. Dans ces cas-là, alors les testaments, c'est un outil extraordinaire qui est connu à peu près dans tous les pays du monde. Donc c'est pour ça qu'on prend beaucoup moins de risques en l'utilisant qu'en utilisant une donation partage ou une donation entre époux.
Mais il faut quand même avoir un certain nombre de précautions avant de rédiger un testament. En France, on connaît 3 types de testaments. Le testament holographe, c'est celui qu'on écrit de sa main, on le date, on le signe, on le fait sur une feuille de papier tout seul. Donc ça, c'est le testament holographe. Vous avez ensuite le testament authentique, vous allez chez le notaire, et là vous êtes reçu soit par 2 notaires, et le testament est dactylographié, le notaire va écouter quels sont vos souhaits, et il va les retranscrire, et vous allez signer avec les 2 notaires ce testament, ou alors c'est un notaire, 2 témoins et le testateur. Et c'est pareil, tout ça c'est un testament authentique, c'est un testament de droit français comme le testament holographe. Et puis vous avez le 3e type de testament en France qui s'appelle le testament mystique, qui implique acheter remis par le testateur à un notaire, qui est très peu utilisé. C'est les 3 formes de testament de droit français. Mais attention, parce que ces 3 formes de testament de droit français, elles ne s'exportent pas forcément dans tous les pays du monde. Ça veut dire que rédiger un testament holographe en France, ça peut être dangereux. Parce que si vous êtes expatrié, par exemple, en Floride, eh ben, votre testament holographe en Floride, la Floride ne reconnaît pas le testament holographe valable en la forme. Donc, danger. Ce que vous allez avoir écrit en France en prenant des dispositions sur vos biens situés en Floride ne sera pas applicable, parce que la Floride va vous dire que votre testament vaut rien. Donc, dans ces cas-là, il y a pareil, une étude à mener, savoir quel type de testament il faut rédiger en fonction du contexte. Alors, pour schématiser, vous avez tous les pays qui ont ratifié ce qu'on appelle la Convention de La Haye du 1er octobre 1965 sur les dispositions testamentaires. Cette convention, elle vous dit que tant que le testament est rédigé conformément à la forme locale, c'est-à-dire au droit interne du pays, il est valable dans les autres pays qui ont ratifié la convention. Donc, selon le pays dans lequel vous êtes expatrié, il est intéressant de savoir si vous avez fait, par exemple, un testament en France, si le pays où vous êtes expatrié a bien ratifié cette convention de La Haye. Parce que sinon, votre testament français, il n'est peut-être pas valable où vous êtes. Si jamais vous n'êtes pas expatrié dans un de ces pays qui a ratifié la Convention de La Haye, il y en a beaucoup quand même, mais ça peut être le cas malheureusement d'être dans un pays qui ne l'a pas ratifié. Dans ces cas-là, il faut s'interroger si le pays dans lequel vous êtes a ratifié la Convention de Washington du 23 octobre 1973 qui met en place ce qu'on appelle le testament international. C'est encore une autre forme de testament. La France l'a ratifié, d'autres pays dans le monde l'ont aussi ratifié. Alors attention avec les États-Unis, parce que par exemple, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de Washington. Ça paraît surprenant parce que elle a un nom américain. Mais bon nombre des États des États-Unis, alors pas tous, mais une grande majorité, ont intégré dans leurs dispositions de droit interne les dispositions de la Convention de Washington. Donc vous avez pas mal d'États américains qui, grâce à cette intégration dans les dispositions de droit interne, vont reconnaître le testament international valable. Mais ce n'est pas le cas de tous. Donc en fait, en fonction du pays dans lequel vous êtes installé, il faut aller vous dire « Ok, ce pays a ratifié la Convention de La Haye, donc mon testament français, quelle que soit sa forme, il va être valable. Ce pays n'a pas ratifié la Convention de La Haye, donc du coup, est-ce qu'il a ratifié la Convention de Washington? Dans ces cas-là, est-ce que j'ai pas intérêt à rédiger un nouveau testament qui va être un testament international que la France va reconnaître valable et que le pays dans lequel je suis installé va aussi reconnaître valable. Et puis si vous êtes dans un pays qui a ni ratifié la Convention de Washington ni la Convention de La Haye, dans ces cas-là, le conseil, il est peut-être d'aller rédiger votre testament dans ce pays. Pourquoi? Parce que la France, ayant ratifié la Convention de La Haye, va considérer que parce que la disposition testamentaire est rédigée dans le pays dans lequel vous êtes installé conformément aux droits de ce pays, il est valable. Donc vous êtes sûr que votre testament va être reconnu valable par le pays dans lequel vous le rédigez, et pour cause, c'est son droit interne qui s'applique, et en plus par la France parce qu'elle a ratifié la Convention de La Haye. Donc, vous voyez, sur ces testaments, il y a quand même un point de focus à avoir, et il faut bien aller s'assurer que ce que vous avez fait par le passé est toujours valable à l'époque et va bien s'appliquer donc aux biens que vous détenez dans ces différents pays. Quand on n'a pas fait de testament, après, on vient malheureusement à décéder sans avoir rien anticipé. Et dans ces cas-là, il faut se poser la question de savoir quelle est la loi applicable à ma succession. Si vous n'avez rien prévu, c'est la loi de votre résidence habituelle. Donc, quand vous êtes parti
vous expatriez, par exemple, au Portugal pour votre retraite, eh ben, c'est la loi portugaise à l'aune de laquelle vont être déterminés qui sont vos héritiers. Donc, comment peut-on faire pour remédier à cela? Le règlement européen vous permet de faire un choix de loi, de désigner la loi de votre nationalité ou d'une de vos nationalités, qu'elle soit la plus effective ou non, comme applicable à l'intégralité de votre succession. Tous vos biens, où qu'ils soient situés. Avec attention, toujours quand même des limites et des précautions à prendre vis-à-vis de cela. Ce choix de loi est valable dans les pays de l'Union européenne, sauf au Danemark et en Irlande, et aussi valable dans certains pays du monde qui, dans leur droit interne, acceptent ce choix de loi. Il y en a quelques-uns, pas tous. Vous avez par exemple le Canada où c'est possible de faire un choix de loi, il n'y a pas de problème. Donc il faut, dans les pays qui ne sont pas liés par ce règlement européen, qui ne prévoient pas dans leur droit interne la possibilité de faire un choix de loi, attention, parce que le choix que vous allez avoir fait en France, peut-être qu'il va perdre son efficacité si votre succession est ouverte dans un pays qui ne reconnaît pas le choix de loi. Donc attention à tout cela, il faut être très vigilant. Rappelez-vous qu'en matière d'expatriation, il faut toujours donc prendre conseil avant, si c'est possible, et même si vous ne l'avez pas fait avant, il faut le faire aussi après. Maintenant que je vous ai expliqué un peu toutes ces règles civiles qui s'appliquent donc à la transmission à titre gratuit, donc M. Penaud va maintenant nous expliquer quelles sont les règles fiscales applicables à tout cela. Voilà, donc nous allons commencer par les donations, transmission des biens entre vifs. Quelles sont les particularités vis-à-vis du fait d'être établi à l'étranger? Donc on va rappeler les règles du droit interne français, du Code général des impôts. Alors il faut savoir déjà que la donation par une personne qui est domiciliée en France est toujours imposable en France. C'est ce qu'on appelle une obligation fiscale illimitée. C'est-à-dire que vont être imposables les biens donnés par un résident français qui soit situé aussi bien en France que hors de France. Par contre, lorsque la personne qui donne les biens, le donateur, est domicilié à l'étranger, alors sont imposables en France les biens donnés qui sont situés en France. C'est le premier principe. Donc il y a toujours une imposition en France si la donation porte sur des biens qui sont situés en France. Si c'est par exemple un virement à partir d'un compte bancaire qui est dans une banque en France, c'est un bien français et de ce fait, ça va être imposable en France. Et un deuxième cas, c'est dans le cas où le bénéficiaire du donateur non résident, donc la personne qui donne n'habite pas en France, mais la personne qui reçoit la donation est lui-même domicilié en France et a été domicilié en France au moins 6 ans au cours des 10 années qui précèdent la date de la donation. Donc dans ce cas-là, en application de la loi française, la loi fiscale française, sont imposables les biens situés aussi bien en France que hors de France. Donc si par exemple vous résidez à l'étranger, et que vous souhaitez donner, par exemple, une maison au Portugal à un de vos enfants qui est domicilié en France, eh bien, il faut savoir qu'il y aura une imposition à acquitter en France. Alors, dans ce cas, le droit interne français, le Code général des impôts, prévoit qu'on impute l'impôt qu'on a payé à l'étranger sur des biens étrangers qu'on impose en France. Uniquement, d'ailleurs, dans ce cas-là. Alors là, vous voyez sur la diapositive l'adresse du service qui reçoit les donations quand le bénéficiaire est non résident. Parce qu'il faut savoir que il y a plusieurs choses. Soit c'est un acte rédigé par un notaire qui relate la donation. Et dans ce cas-là, c'est le service d'enregistrement dont dépend le notaire qui va recevoir l'acte. Mais notamment quand il s'agit d'un don manuel, il faut savoir que c'est le service d'enregistrement dont dépend le domicile du bénéficiaire, le donataire, la personne qui reçoit, qui reçoit l'imprimé. Nous passons, c'est un peu triste aux successions à présent. Et on va voir que les principes sont les mêmes, parce que, comme le disait tout à l'heure un maître Varin, il y a une unité également au niveau fiscal.
entre les successions, qu'elles soient entre vifs ou par décès, du moment qu'il s'agit de la même personne qui donne et la même personne qui reçoit, la même personne dont provient le bien et la même personne qui hérite. Donc, c'est toujours le même principe en fait qui s'applique, c'est que lorsqu'une personne est domiciliée en France, lorsqu'elle décède, sont soumis aux droits de succession en France les biens situés aussi bien en France que hors de France. Donc, si par exemple, de la même façon, si la personne qui décède avait une maison au Portugal, elle va rentrer dans les droits de succession en France, dans l'impôt successoral en France. Alors, dans quel cas doit-on établir en France une déclaration de succession quand la personne décédée était non résidente ? Eh ben, c'est le même principe qui va s'appliquer que pour les donations. Dans un premier temps, on va imposer que les biens qui sont situés en France, sauf si l'héritier lui-même est domicilié en France au moment du décès et a été domicilié en France au moins 6 ans au cours des 10 années qui précèdent le décès. Donc ça, cette règle un peu compliquée, ça vise à éviter d'imposer des personnes qui se trouvent de façon pour peu de temps en France, 2 ou 3 ans en France, et qui ont un décès dans leur famille, pour éviter d'avoir à les imposer. Donc dans ce cas-là, on va imposer les biens situés aussi bien en France que hors de France. Alors on va rappeler quels sont les délais pour déposer déclaration de succession. Alors en fait là, c'est pas fonction du domicile du défunt, c'est fonction du lieu où il décède. Donc si le décès a lieu en France, parce que vous pouvez être résident étranger, mais vous trouvez provisoirement en France au moment du décès, c'est une chose qui arrive. Donc dans ce cas-là, il y a un délai de 6 mois pour établir la déclaration de succession. Et le délai est prolongé d'1 an, donc il dure 1 an, si le décès a lieu à l'étranger. Et donc, vous voyez s'afficher le nom du service qui reçoit la déclaration de succession concernant un non-résident. J'évoque de nouveau le règlement européen de 2015, qui s'applique depuis août 2015, qu'a évoqué Maître Varin, qui en fait établit sur tout le territoire des États qui ont adhéré à ce règlement l'unité de la loi civile applicable en matière de succession. Alors moi je précise simplement que c'est la loi civile qui va être avec une possibilité pour la personne avant son décès de choisir la loi civile qui va s'appliquer, plutôt que on a le choix entre la loi du domicile ou la loi d'un État dont possède la nationalité. Par contre, une fois que la loi civile va avoir déterminé la part que reçoit chaque héritier, la loi fiscale de chaque État continue de s'appliquer suivant ses règles propres. Il ne s'agit pas de choisir la loi fiscale qui s'applique à sa succession. Je vais terminer en indiquant que la France a signé un certain nombre de conventions fiscales en matière de succession et un peu plus rarement en matière de donation, qui vont, notamment quand le défunt habite dans l'État, était résident de l'État avec lequel la France a signé la convention en question, un certain nombre de biens ne vont pas être imposables en France et seront imposables uniquement dans l'État de résidence. Voilà, donc là nous avons à présent quelques temps pour répondre à quelques questions. Alors j'ai une première question. Si je vends une maison acquise au Brésil, que dois-je payer en France? Voilà, c'est une question plutôt fiscale, donc je vais me charger d'y répondre. Alors moi je ne connais pas après par cœur la convention fiscale qui existe. Donc là c'est une convention en matière d'impôt sur le revenu, puisque l'impôt dont on va parler, c'est l'impôt sur la plus-value, qu'on a évoqué tout à l'heure. Je sais pas quelle est la convention avec le Brésil, mais de principe, la plus-value sur la vente d'un bien qu'on réalise à l'étranger va être imposable en France, suivant les mêmes modalités de calcul que celui de l'impôt français. Alors il faudra établir la déclaration. Alors là, donc normalement, quand peut-être vous ne le savez pas, quand on vend un bien immobilier qui a une plus-value, la démarche fiscale s'établit par l'intermédiaire du notaire qui règle l'impôt au moment de la vente auprès du service qui l'enregistre, le service de publicité foncière.
Et là, ce n'est pas le cas s'agissant d'un bien étranger, évidemment. Donc, dans ce cas-là, vous allez déposer la déclaration de plus-value auprès du service de l'enregistrement correspondant à votre domicile, celui du vendeur. Et s'il y a une convention avec le Brésil, alors il y a différents cas, hein. Soit elle prévoit que la plus-value n'est imposable que dans l'État où le bien est situé. Donc dans ce cas-là, on va mentionner sur la déclaration qu'il n'y a pas d'impôt en France en application de la convention. Ou il peut être prévu que dans l'État de résidence, hein, parce que là j'imagine que c'est une question posée par quelqu'un qui réside en France. Dans l'état de résidence, on va pouvoir imputer l'impôt éventuellement payé sur la plus-value à l'étranger. On va déduire de l'impôt qu'on a calculé en France l'impôt étranger. Voilà. Ensuite, j'ai une question. Alors, je souhaiterais aider mon fils résident canadien à acheter un appartement à Montréal. Quelle est la meilleure formule? Donation, achat en commun? Donation ou achat en commun? Alors, je vais peut-être répondre à ce moment-là. Oui, voilà. Tout dépend, en fait, c'est une question de stratégie, hein. C'est-à-dire que si vous achetez en commun, imaginez vous achetez la moitié de l'appartement et votre fils achète l'autre moitié de l'appartement, attention, parce que je crois comprendre, madame ou monsieur, que vous êtes résident en France. Ça veut donc dire que si vous venez à décéder, ce qui arrivera un jour, parce que ça nous arrivera à tous un jour, dans ces cas-là, cette moitié d'immeuble canadien dépendra de votre succession. Donc, et si vous habitez en France, la loi, votre résidence habituelle étant en France, la loi successorale française sera la loi applicable et par conséquent, cette moitié d'immeuble sera soumise au droit français et par conséquent, si vous avez d'autres enfants, au calcul de la réserve héréditaire et éventuellement au rapport, ce genre de choses. Voilà, d'autant qu'il n'y a pas de convention fiscale en matière de succession avec le Canada. Avec et le donc, Québec, oui, tout à fait. On imputera l'impôt étranger, l'impôt canadien. Et après, en matière, alors du coup, la difficulté, c'est qu'effectivement, comme le dit très justement Monsieur Penaud, c'est qu'au moment de la taxation de votre succession, on aura ce demi-immeuble canadien qui existe dans votre masse successorale et qui sera donc taxable au droit de succession français dans la mesure où on n'a pas de convention fiscale en matière de succession avec le Québec, hein. Donc ça, c'est une difficulté. Vous pouvez aussi choisir alors une donation, ça veut dire, je comprends que vous achèteriez, vous, le bien au Canada et après, vous feriez la donation à votre fils de ce bien. Alors, je ne suis pas sûr que fiscalement, ça soit très intéressant parce que vous avez payé les droits de mutation là-bas pour acheter le bien. Et puis après, vous allez payer des droits de donation. Alors, en France, de mutation à titre gratuit, dans la mesure où je n'ai pas de convention fiscale. Votre fils est peut-être résident fiscal du Canada. Vous êtes résidente fiscale de France. On est sur le 750 ter alinéa 1. Vous allez payer, il va y avoir des droits de mutation qui vont être dus au moment de la donation en France. Certainement aussi au Québec. Et là, aller consentir un mécanisme de démembrement de propriété, faudrait vous renseigner auprès d'un fiscaliste québécois, savoir si cette réserve d'usufruit pourrait être utile au moment du calcul de l'impôt de transmission au Québec, hein. Surtout que là-bas, il me semble que c'est assimilé en fait à un calcul de plus-value en fait, hein. Donc, pas forcément sûr que acheter puis donner soit la meilleure solution. C'est à voir notamment avec l'avocat au Québec ou le notaire au Québec, ce qu'il en pense lui au niveau des impôts qui seraient dus au moment de la transmission et de l'acquisition. Il y avait d'autres questions, mais je vous invite à les poser sur le site. Il y a des personnes qui pourront répondre aux questions dans les différents domaines, hein, prévus par le salon, hein. Voilà, donc je cède la parole et je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre écoute.